ce débat numéro 16, l'information vers une nouvelle responsabilité des médias. Alors, comme ces journées sont remarquablement organisées, il y a un conducteur, et ce conducteur m'explique comment ça va se passer. Et il incombe à l'animateur du débat de présenter la problématique relative au sujet que je vous rappelle, l'information vers une nouvelle responsabilité des médias. C'est un sujet qui fait peur parce qu'il est très vaste. Alors, je vous propose de vous livrer avec moi, de nous livrer tous ensemble à un exercice assez simple qui va démontrer au moins l'interactivité des ateliers et des séances que nous propose la Cité de la Réussite. Un exercice assez simple, je suis venu avec un objet qui n'est pas vraiment un objet que vous connaissez tous, vous en consommez tous, et nous allons faire un petit exercice d'imagination ensemble, si vous le voulez bien. Avant de venir ici, je me suis promené dans le quartier, et puis j'ai acheté un beefsteak. Voilà, je vous montre le beefsteak, et l'exercice interactif qu'on doit faire ensemble, il est assez simple. C'est d'imaginer que ce beefsteak est une information. Je vous laisse quelques secondes pour vous acclimater à cette évidence. Ce beefsteak est une information. Et dès lors que vous vous êtes convaincu qu'il s'agit d'une information, j'aimerais qu'on se pose tous ensemble ce soir, jusqu'à 20h, un certain nombre de questions, comme si finalement information et beefsteak c'était la même chose. Je voudrais qu'on se pose les questions qu'on s'est posées il y a quelque temps relativement à ce beefsteak. D'où vient-il? Le journaliste qui a produit cette information a-t-il été élevé en liberté? La diffusion de cette information répond-elle à des impératifs de qualité ou de rentabilité? Cette information vient-elle d'une salle de rédaction, du bureau d'un juge d'instruction ou de l'esprit fantaisiste d'un journaliste mal formé ou déformé? Voilà comment on peut problématiser, comment je vous propose de problématiser le sujet de ce soir, l'information vers une nouvelle responsabilité des médias. Et pour essayer de répondre à ces questions, je vais appeler Sophie Coignard, écrivain et journaliste, et je vous demande de l'applaudir. Je vais appeler également François Desnoyers, qui est directeur général délégué à la stratégie et au développement de Radio France. Laurent Beccaria, qui est directeur des éditions des Arènes. Jean-Michel Daclin, qui est adjoint au maire de Lyon, délégué aux relations internationales, au tourisme et à l'action humanitaire et publicitaire. Ça tombe bien parce qu'il est également patron d'une agence de communication à Lyon. Je vais commencer tout de suite avec vous, Sophie Coignard. On s'est parlé au téléphone mardi, comme ça vous savez d'où vient l'information, vous connaissez sa traçabilité. On s'est parlé avec Sophie mardi au téléphone, mardi matin, et elle me dit, mais c'est quoi le sujet? Alors, je dis, c'est l'information vers une nouvelle responsabilité des médias. Et elle me dit, ah, responsabilité, j'aime pas ce mot-là, elle va nous dire pourquoi elle aime pas. Non, effectivement, c'est un mot qui me rend méfiante parce que je le trouve très généralisateur et qui peut vouloir dire tout un tas de choses. Alors, en fait, le premier problème, c'est de savoir effectivement qui contrôle, comme l'a dit David Abiker, qui contrôle la traçabilité de l'information. Est-ce que c'est une responsabilité personnelle du journaliste? Est-ce que c'est une responsabilité de l'organe de presse, du média dans lequel il exerce? Est-ce que c'est une responsabilité de la profession? Est-ce que c'est une responsabilité d'un organisme de contrôle extérieur? À l'occasion de ce qu'on a appelé les dérapages des médias, de Timisoara, il y a maintenant plus de 10 ans, jusqu'à l'affaire Baudis très récemment, et bien à chaque fois, la même question revient, c'est-à-dire il faut absolument que cette profession soit régulée, ou il faut absolument que cette profession soit
plusieurs syllabes comme déontologie. Alors qu'est-ce que c'est que la déontologie d'un journaliste? Eh bien, ça peut se résumer en une phrase ou en un code de 10 millions de signes. Et en gros, ça consiste à vérifier ces informations, à avoir plusieurs sources, à essayer de recouper ces sources, à essayer d'être le plus impartial possible, le plus honnête possible. Je pense que le mot objectif est un mot banni, parce que ça n'existe pas, et de rester, disons, relativement modéré, comme on dit dans les tribunaux quand on cherche à savoir si on va être condamné ou pas pour diffamation, à être, nous, modéré dans l'expression. Voilà en gros ce qu'est la déontologie. C'était pas très compliqué, et il ne me semblait pas qu'il fallait pour ça réunir des tonnes de commissions. Et je pense qu'effectivement, derrière l'idée de la responsabilité des médias, il y a quelque chose d'assez trouble, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait que toute une profession expie pour ces débordements, qu'éventuellement elle soit contrôlée, pourquoi pas qu'il y ait un coup. J'ai entendu des choses terrifiantes au cours des 10-15 dernières années. Par exemple, il faudrait qu'il y ait une sorte de conseil de l'ordre, comme pour les avocats ou les architectes ou les médecins, alors qui ferait la police au sein de la corporation. Alors il y aurait un conseil de discipline, les journalistes qui failliraient passeraient devant le conseil de discipline. On sait absolument que ce genre de système est assez inopérant d'une part, et d'autre part qu'il s'applique extraordinairement mal à la profession journalistique, parce qu'il conduirait, me semble-t-il, justement à déresponsabiliser l'individu journaliste. Donc la responsabilité des médias, elle s'exerce déjà, me semble-t-il, de plusieurs manières, et qui sont d'une part le fait qu'il y a évidemment des sanctions de nature diverse pour les dérapages. La première sanction, après tout, c'est le public, et la responsabilité des consommateurs d'informations est grande dans les éventuelles non-sanctions des dérapages médiatiques. Il y a ensuite la justice, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a des lois en France qui sont extrêmement dures et restrictives envers ce qui est écrit par les journalistes. Et j'ajouterais qu'il y a un petit problème, c'est que finalement, on peut aujourd'hui condamner, essayer de faire condamner un journaliste qui donne des faits précis, qui sont éventuellement attaqués par des personnes précises qui se sentent diffamées, mais que par contre, un certain nombre de théories fumeuses ne peuvent pas être attaquées en diffamation. Je prends un exemple simple, le livre de Thierry Besson sur le 11 septembre qui vous explique en gros le complexe militaro-industriel a fomenté les attentats du 11 septembre, ou du moins a fomenté celui contre le Pentagone. C'est une thèse complètement fumeuse, tout ce qu'il dit est absolument non vérifié, mais ne vise personne en particulier, car le complexe militaro-industriel ne va pas attaquer M. Besson en diffamation. Et donc on voit bien que le problème est plutôt là, le problème est plutôt dans une exigence dans laquelle à la fois, effectivement, les journalistes eux-mêmes, leur hiérarchie et le public doivent être extrêmement attentifs, c'est-à-dire demander une grande spécificité de l'information et non pas des théories fumeuses. J'en terminerai en disant que, à mon avis, le débat ne fait que commencer. On a vu en début d'année combien la mise en cause par Pierre Péan et Philippe Cohen des responsabilités des dirigeants du monde avait provoqué un débat considérable. C'est très nouveau. Je crois que le fait de pouvoir exercer un regard critique sur les pratiques journalistiques, c'est quelque chose qui n'a que quelques années, que donc je dirais que je suis presque optimiste dans le fait que le débat est lancé. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand dans l'Omerta française, j'ai critiqué un certain nombre de pratiques journalistiques qui avaient trait notamment à la connivence, beaucoup de mes confrères ont considéré que je n'étais pas confraternelle. J'en ai donc conclu que pour beaucoup de journalistes, la confraternité, c'était le corporatisme appliqué à soi-même. Les autres corporatistes, les journalistes, eux, ne sont que confraternels. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait été assez compliqué de dire des choses qui étaient pourtant pas si méchantes que ça et tout à fait vérifiées. Aujourd'hui, c'est plus facile. La violence même, je dirais presque du ton du livre de Péan et Cohen, a obligé
obliger le débat à être lancé. En même temps, il y a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire qu'on voit bien que les questions posées par Péan et Coët sur le Monde, par exemple, n'ont pas eu de réponse tout à fait évidente. On voit bien que l'affaire de Toulouse, sur laquelle je pense on va revenir au cours du débat, n'a pas provoqué de prise de position très claire de la part des rédactions dont la plupart ont préféré changer de cap, s'excuser, faire un peu d'autoflagellation sans avoir de vraie réflexion sur ce qui avait été fait de bien ou de mal et pourquoi. Mais le débat est lancé. Et je me dis que finalement, si on doit parler de responsabilité des médias, le mieux, c'est quand même encore de pouvoir les critiquer, et ça, c'est assez nouveau. Alors je me tourne vers François Desnoyers, qui est le patron d'une entreprise médiatique par excellence, puisqu'il s'agit de Radio France. Vous qui avez dans votre escarcelle plusieurs radios, vous qui nous inondez de messages d'information à longueur de journée, finalement en écoutant Sophie Poignard, on a le sentiment que ce qui améliore la qualité de l'information et qui peut éviter des dérapages, c'est finalement l'estime, la déontologie individuelle de chaque journaliste et l'amour qu'il a de son métier. Comment vous vivez cette responsabilité médiatique en tant que patron? Parce que vous avez une vision sur des équipes, sur des rédactions. Comment finalement vous tendez vers la qualité? Alors je voudrais effectivement rappeler que Radio France c'est 600 journalistes et que donc éclatés dans différentes rédactions, et donc il est très difficile de dire voilà exactement ce qui doit être fait, point final, tout le monde regarde à vous. D'abord parce qu'une entreprise, des rédactions qui sont à l'intérieur de l'entreprise, une entité particulière, ça ne se manage pas tout à fait comme une entreprise ordinaire, et je dirais tant mieux pour le journalisme, c'est ce qui fait aussi l'essence même de ce métier. Moi j'ai envie, pour échapper à la question de responsabilité, nouvelle responsabilité, parce qu'après tout, je veux bien qu'on fasse un débat aussi sur la responsabilité des économistes. On est quand même dans un monde où deux économistes peuvent s'affronter et dire rigoureusement le contraire, aucun des deux ne sera démenti, où on peut dire tout et son contraire. Et je dis les économistes, je pourrais prendre des tas d'autres exemples, des scientifiques, etc. Puis l'exemple que donne Sophie sur le 11 septembre, c'est du même ordre. Donc je ne vois pas pourquoi la question de la responsabilité, a fortiori serait-elle nouvelle, reviendrait sur cette catégorie particulière qui effectivement a l'avantage, le privilège, en même temps l'inconvénient, c'est pas toujours très confortable, de situer au milieu de toutes ces sources qui produisent non pas du beefsteak mais de l'information. Mais j'ai bien aimé le coup de beefsteak, d'abord c'est un vrai beefsteak. Il est frais. Il est frais, et ensuite je trouve que c'est une façon d'entrer dans le débat qui a le mérite de bien poser la question. Moi j'ai envie de dire que un journaliste, ça peut aussi se définir de la façon suivante. C'est, en tout cas un bon journaliste, c'est a priori quelqu'un qui a le droit de poser une question de trop. Et ça, quand on rencontre des institutions, des responsables publics, notamment des responsables politiques, nous on les encourage à essayer de comprendre que celui qui pose une question de trop, et la question de trop c'est celle qui commence à déranger, l'interlocuteur en face c'est le début du bon journaliste. Pourquoi? Parce que celui qui ne pose pas une question de trop, ça s'appelle un porte-micro, ou un porte-plume, etc. Tout simplement. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va à un moment faire la différence entre l'exercice journalistique entre guillemets pur, et puis l'exercice dont le journalisme prend aussi sa partie assez largement, qui s'appelle globalement la communication et tout ce qui fait que des informations telles les beefsteaks cheminent sans qu'on sache très bien d'où elles vont. Et je crois qu'il faut revenir à cette notion assez simple, un peu exigeante. C'est le droit pour un journaliste de poser une question de trop. Et la question de trop, ça ne veut pas dire c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens, c'est la question qui me vient à l'esprit, et c'est mon dernier caprice. Non, la question de trop, ça devrait être logiquement la question qui s'appuie sur une véritable recherche de, voilà, tout simplement de l'information. Le deuxième point, c'est qu'il y a une conviction qui peut nous habiter un peu tous, c'est qu'il n'y a pas de vrai journalisme sans démocratie. Il n'y a pas de vrai journalisme dans des sociétés qui ne sont pas démocratiques. C'est pas de journalisme. On revient après au porte-micro. Et qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyen. Et donc à partir de là, c'est très difficile d'isoler l'exercice journalistique en tant que tel pour dire voici la liste de vos responsabilités.
puis on va vous noter à la fin. Et effectivement, il faut rappeler que la question de si ma mémoire est bonne, si je ne mets pas d'erreur, je crois que c'est le régime de Vichy qui avait fortement pensé à l'ordre des journalistes. Donc, faites un référendum chez les journalistes en France, et est-ce qu'il serait bon, même y compris au nom d'intérêt corporatiste, d'avoir un ordre des journalistes? Je crois qu'on connaît la réponse d'avance. Donc vous voyez cette chaîne, même, je n'essaie pas d'emmener le débat dans des sphères fumeuses et qui ferait qu'on échapperait à la réponse aux questions qui peuvent se poser sur nos pratiques concrètes, parce que ça, il faut les assumer. Mais il est clair que cette chaîne-là, qui est que le journalisme il s'insère dans un ensemble, le vrai journalisme qui s'appelle la démocratie, qui appelle la démocratie sans citoyen, mais on voit bien que tout est interpénétré. Et ça c'est intéressant, c'est un vrai débat, ce qui ne veut pas dire que tous les journalistes, tous les matins se posent le problème comme ça, parce qu'il faut aussi produire, et produire dans un système, même si Radio France a la chance d'échapper assez largement à ce système parce qu'elle est entreprise publique. Il faut aussi produire dans un système qui est marchand, et ça, les journalistes l'assument. Et donc, cette population, ce métier, se trouve au milieu de ces problématiques souvent contradictoires. C'est ça dont il faut avoir conscience. Mais je ne dis pas ça pour évacuer par avance la question de, si ce n'est la responsabilité, en tout cas, les comptes à rendre publiquement sur un certain nombre de comportements journalistiques. Il y aura peut-être des questions dans ce domaine. Si Laurent Descarrières, on vient d'entendre le patron d'une de nos radios, je dirais publiques, institutionnelles, vous êtes un peu à l'opposé de tout ça. J'ai cru comprendre que vous aviez fait 2 mois de CFJ, de Centre de formation des journalistes, vous êtes parti en courant, vous avez fait un parcours dans l'édition atypique, et finalement ça ne vous a pas suffi. L'expérience de l'édition que vous avez eue dans des grandes maisons, des maisons respectables, ne vous a pas finalement donné satisfaction, et vous avez décidé de créer une maison d'édition, je dirais pas marginale, mais en marge d'un système que vous n'appréciez que modérément, pour produire des ouvrages qui avant tout doivent vous plaire, dont vous sentez qu'ils pourraient éventuellement plaire à des lecteurs, mais vous avez souhaité délibérément dans votre politique éditoriale ne pas épouser le courant dominant et ne pas publier des livres dont le succès serait assuré par un contexte médiatique, par une culture dominante. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi vous avez quitté le CFJ au bout de 2 mois, alors que vous aviez comme camarade de promo David Pujadas? Non, j'étais en tandem avec lui, c'est peut-être pour ça que je suis parti. Donc, ça c'est juste... je voulais juste revenir à cette histoire du beefsteak et reposer rapidement la question qu'est-ce que l'information? Puisque ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand David a montré ce beefsteak, les gens l'ont pris, vous avez dit, personne ne s'est levé en disant c'est scandaleux de comparer l'information à un beefsteak, ce qui prouve qu'on est quand même assez bas d'arriver à un niveau assez bas. Qu'est-ce que c'est que l'information? Ça c'est très compliqué. C'est une question évidente et il n'y a pas de réponse simple. Quand vous ouvrez un livre d'histoire, on vous explique que le journalisme est né avec la Gazette de Théophraste Renaudot au XVIIe siècle. C'était les nouvelles du royaume. Et les historiens ont montré que c'était faux. Et que les premiers journaux imprimés avaient plus d'1 siècle d'antériorité. Et c'était des journaux qui reprenaient les colporteurs qui, au Moyen-Âge, passaient de village en village pour raconter des histoires. En fait, ils cherchaient à raconter énormément de faits divers. Et les premiers journaux qui ont été imprimés étaient des journaux de faits divers dans lesquels il y avait des histoires absolument atroces, monstrueuses, par exemple de notables qui faisaient des parties fines, ou bien de femmes qui tuaient leurs enfants, etc. Des choses qui, bien évidemment, sont très très loin de nous et que la presse ne fait plus aujourd'hui. Donc, on voit donc que c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'une des vocations premières de la presse, c'est de rassasier notre besoin d'histoire et parfois même notre inquiétude et notre besoin de fantasme. Après, bien sûr, il y a la Gazette de Théophraste Renaudot, c'est-à-dire, ce serait un journal aujourd'hui, cette Gazette qui serait vraiment le journal d'entreprise type, ou je suis désolé de dire ça, le journal municipal type, c'est-à-dire c'est le journal où on va communiquer, on va raconter ce qui se passe. Et ça, cette notion-là, elle est de plus en plus forte, c'est-à-dire que tous les pouvoirs aujourd'hui, quels qu'ils soient
soit une petite entreprise qui cherche à faire parler d'elle, que ce soit un pouvoir politique, que ce soit toutes sortes de pouvoirs secrets, etc. La part de communication, de transmission d'informations, voire de maîtrise d'informations, est extrêmement forte. Puis après, il y a une troisième dimension de l'information qui s'est développée avec la Révolution française, et presque plus encore avec la Révolution américaine, qui est de l'information comme étant un élément fondamental de la démocratie et étant ce que Kant appelait la prière de l'honnête homme. Donc aujourd'hui, la prière quotidienne de l'honnête homme, c'était de lire le journal, de lire les nouvelles, de participer à la vie de la cité. Et je citais tout à l'heure le slogan du New York Times dans les années 30, qui était le journal des gens intelligents et réfléchis. Donc c'est vraiment l'archétype de cette conception de l'information comme élément du débat public. Et puis, il y a une quatrième dimension de l'information qui est plus récente, qui est due justement à la transformation de l'information en beefsteak, qui est de répondre à une demande sociale qui est neuve, qui est due en fait vraisemblablement à l'éclatement un peu des institutions, des états-nations, des cercles d'appartenance traditionnels, qui fait que chacun d'entre nous sommes un peu comme des individus plus éliettés, et le fait, plus atomisé, et le fait de vivre un événement au même moment, nous donne l'impression d'appartenir à une communauté. D'où ça peut être des éléments positifs, comme la victoire de la France à la Coupe du Monde, mais ça peut être comme ces grands élans médiatiques, ou cette impression de vivre un événement extrêmement fort, l'éclatement de la Bête Challenger aux États-Unis, qui était des moments extrêmement forts. Et vous savez que le slogan, par exemple, de la radio concurrente François Desnoyers, Europe 1, c'est « À quoi sert l'info si on ne s'en parle pas ?» C'est-à-dire que l'idée, c'est l'information, une espèce de matière pour discuter ensemble. Vous avez de plus en plus d'informations de sciences où les gens vont discuter de l'information sur de libres antennes. Le rédacteur en chef de TF1 disait c'est quoi l'information? Un bon journaliste, c'est celui qui sent ce dont on va parler le lendemain pour la machine à café. Et ça, il y a un journal qui est très fort aujourd'hui, qui s'appelle Le Parisien aujourd'hui, dont le grand titre de la fin août a été un jour il pleut. Parce que après la canicule, il pleuvait, et c'était l'information dont on avait parlé tous le lendemain devant la machine à café. Et je crois que ces quatre dimensions de l'information ont leur part de noblesse et leur face obscure, et qu'aucun producteur d'information, aucun agent qui transmet l'information, qu'il soit journaliste, rédacteur en chef, chef d'entreprise politique, enfin tous ces gens qui manipulent de l'information, il n'y a pas, je veux dire, de choix simple. C'est qu'on est en permanence un peu écartelé à la confluence de ce bombardement d'informations, de ce bombardement de choix à faire, et aucun des choix n'est évident, et les choix sont des choix toujours relatifs. Mais ce que je voulais montrer en montrant ces quatre dimensions, c'est que ce sont des choix extrêmement importants. Or, ce qui se développe, qui est très fort, c'est l'impression qu'il n'y a pas de choix, justement. C'est une espèce de déresponsabilisation, de dire bah, c'est comme ça doit être comme ça. Je parlais avec un journaliste qui est dans un grand hebdomadaire, il y en a 3, et il me disait dans l'année, il n'y a pas eu une seule conférence de rédaction dans laquelle quelqu'un est arrivé en disant voilà, moi j'ai envie, il y a un sujet qui m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le creuser, j'ai envie d'en parler. C'était toujours ça va être un coup, on va en parler, quand j'en parle à Sophie qui doit connaître ça bien mieux que moi, ça va marcher, un tel va le faire avant nous. Vous voyez, cette espèce de mécanique d'information qui fait qu'on est passé de ce qu'on appelle les canards sanglants, tous ces journaux de colporteurs, à des canards sans tête. C'est l'impression que ça marche tout seul et qu'il n'y a pas de tête à l'intérieur. Et moi, la seule chose que je voudrais, que j'ai essayé de faire durant ce parcours un peu erratique que David a rappelé, qui était un parcours un peu négatif et qui m'a conduit à créer une maison d'édition. Comme on dit aux États-Unis, il y a une expression qui dit en dessous du radar. C'est vraiment là où on peut faire ce qu'on veut. Et bien, c'est justement ce sentiment de la responsabilité forte. J'ai un ami qui est journaliste dans la presse télévisée qui m'a raconté un jour que le patron de M6, Nicolas Taverneau, au début de
lancement de M6, il y avait beaucoup de films extrêmement violents, de programmation très, très dure, parce qu'il fallait attirer les publics, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils ont été chercher beaucoup de films comme ça. Et il racontait aux journalistes en aparté qu'il interdisait à ses enfants de regarder sa propre chaîne. Et pour moi, cette réflexion, c'est vraiment l'antithèse de ce que j'ai toujours voulu faire, à un niveau extrêmement modeste. Moi, j'ai 4 petites filles, et tout mon travail d'éditeur, quand je fais des choix, c'est justement d'éditer des livres que j'aimerais que les filles lisent, ou qu'elles aient envie, ou qu'elles aient besoin de lire, et je ne voudrais surtout pas leur interdire de lire ce que je produis pour des raisons mercantiles. Voilà, donc je vais revenir à cette notion de responsabilité par rapport à ces 4 domaines dans lesquels il n'y a pas de, je veux dire, de réponse extrêmement claire, extrêmement facile pour chacun d'entre nous. Merci. Alors, on a évoqué le journaliste, on a évoqué d'une certaine façon avec Laurent Beccaria cette espèce de système qui apparaît presque monolithique, systématique, redondant, avec des automatismes qui sont quasiment prévisibles, comme si finalement on ne pouvait pas réinventer l'information, mais qu'elle était marketée. Vous, Jean-Michel Daclin, vous êtes un spécialiste de la cible, je dirais, parce que vous avez été journaliste, donc vous avez eu affaire à des lecteurs. Depuis que vous êtes adjoint au maire, vous avez affaire à des électeurs. Vous êtes patron d'une agence de publicité et vous retrouvez des cibles, que ce soit des leaders d'opinion, des consommateurs. Est-ce que finalement, ces cibles-là, elles sont armées pour faire le tri? Est-ce que vous les sentez armées? Est-ce que finalement, nous nous inquiétons pour pas grand-chose? Est-ce que Tilly Sohara, l'affaire du Monde, l'affaire toulousaine, l'affaire Baudis, finalement ça passe au-dessus du cuir du citoyen consommateur d'information? Est-ce qu'il a, d'après vous, tous les moyens, toutes les qualités, tous les réflexes, il les a de plus en plus pour faire le tri et pour s'en sortir tout seul? Oui, tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la cible, et je dois voir une cible, c'est vraiment le mot que j'exerce le plus dans ce métier. La question que vous posez est quand même assez complexe. On va essayer de faire simple. Il y a une idée dominante, idyllique, qui est bien sûr fausse, qui est cette idée de grand village du monde dans lequel, miraculeusement, nous vivrions tous sur les mêmes événements, de façon, une espèce de vibration planétaire qui, bien entendu, ne se passe pas. Il est clair qu'on sait tous que trop d'information est une information, et que dans tout ça, le pauvre citoyen, le pauvre consommateur a du mal à se repérer. Mais je pense qu'il a du mal à se repérer pour des raisons encore plus perverses. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque bénie où j'ai eu le privilège de travailler sous les ordres de François Giroud. François Giroud, à l'époque, au début de l'Express, quand il dirigeait l'Express, il y avait la partie rédaction et la partie publicitaire. Il y avait une étanchéité totale entre les deux. Les journalistes avaient une liberté totale. Il lui arrivait de perdre des contrats parce qu'il laissait cette liberté aux journalistes. Et le lecteur savait faire la différence assez clairement. Or, aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les choses se passent, je ne parle pas de CNN pendant la guerre du Golfe, il se trouve que j'ai un ami qui travaille dans une grande chaîne nationale de télévision, et on sait très bien que le matin, pour le 20h, on dit aux journalistes, il faut que tu nous trouves quelqu'un qui dise ça. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire soi-même, on fait dire aux gens des choses qu'on veut leur faire dire, et ça donne l'apparence d'être une espèce de bon sens qui est vraiment la pire chose qui soit. Donc aujourd'hui, comme les gens, vous et nous, ne sommes pas particulièrement stupides, on sait bien que ça se passe comme ça. Une espèce de cloisonnement dans lequel on disait il y a la pub et il y a la rédaction, ça marche plus. Donc d'une certaine façon, les lecteurs, les téléspectateurs, auditeurs qui veulent que les choses soient claires, qui veulent identifier qui leur parle, ils ne peuvent plus aujourd'hui faire ça. Alors je pense qu'il y a une première confusion qui est vérifiante. Il y a une deuxième confusion qui, à mon avis, est plus perverse. Moi je suis un vieux fanatique de Marshall McLuhan qui avait un message assez intéressant qui était, pour la réduire en 2 mots, le message chez les médias. On se rend compte que le média télévision a changé fortement le rapport qu'il y a à la personne qui lit ou regarde ce message. Quand vous avez un média presse écrite, c'est un média qui part de A, qui passe à B, qui passe à C, qui est d'une certaine façon très structuré intellectuellement, et en même temps structure par là même la pensée et les opinions du lecteur. Au contraire, la télévision est vraiment à l'opposé de cela, puisque
C'est un média où tout est en affectif, on a des impressions, on n'a généralement pas de réflexion, et on sait très bien que par un collage d'un certain nombre de choses, on peut faire dire à la même image tout et son contraire. Et ça veut dire que tout d'un coup, le téléspectateur, il marche, on marche tous quand on voit un film, des images. Mais en même temps, à la réflexion, on est un petit peu déstructuré par tout ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à juger, on a des images qui passent vite, l'une chasse l'autre, on a du mal à s'y retrouver. Et je pense que d'une certaine façon, il y a une espèce de flou qui est aujourd'hui dans l'esprit des gens sur les médias, qu'on voit d'ailleurs dans les sondages, à juste titre. Les gens se méfient aujourd'hui de l'information qui dit dans les journaux, regardent la télévision. Et moi, je pense qu'il y a une espèce de logique très perverse et de mécanique. Bon, je ne vais pas partir parce qu'on en a pour 1 heure ou 1 heure et demie, je sais bien qu'on a 1 heure, mais on a pour très longtemps à débattre de tout ça. Mais tout ça fait que les gens prennent de la distance. Ils prennent de la distance et ils regardent les médias presque comme un jeu. On voit bien dans la publicité, les gens disent « Ah, cette publicité m'a plu ». C'est-à-dire on ne parle pas du contenu du message, j'aime ce produit. On dit « Ah, cette publicité m'a plu ». Et on est là comme devant un feu d'artifice, au label bleu, au label rouge, et on n'est pas du tout dans une logique positive. Je crois qu'il y a une espèce de vie qui est en train de se faire en dehors des médias, et se faisant en dehors des médias, se fait en dehors de la sphère publique, et en dehors de la sphère publique, elle se fait en dehors du politique et du P majuscule. Je pense que c'est tout ça qui est en train de se passer, sur lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif et prudent. Je ne vais pas faire de problème ce soir, mais peut-être que j'aimerais bien qu'on évoque les pistes. Sophie Couaillard, vous disiez tout à l'heure, pas ici, mais avant qu'on arrive, vous disiez c'est dingue, il n'y a plus d'infos dans les infos, et maintenant les infos elles sortent dans des bouquins, et c'est des gars qui enquêtent à travers les livres, qui font sortir l'info, et c'est plus nécessairement les journaux d'information. Oui, alors avant ça, je vais me permettre 30 secondes de corporatisme, pas plus. Je suis un peu en désaccord sur le fait qu'il y avait avant une époque bénie, l'époque où François Chivot dirigeait l'Express, etc., où tout était merveilleux, où il y avait une muraille de Chine imprenable entre la pub et la rédaction, et où aujourd'hui il y aurait des rédactions mercantilisées, à la merci des régies publicitaires, etc. Il se trouve que je travaille au Point depuis une quinzaine d'années, et je crois vraiment que le problème de la pression publicitaire sur le travail des rédactions arrive au numéro 45 dans les problèmes qu'on peut rencontrer en matière de censure et d'autocensure. Il y en a bien d'autres sur lesquels on va peut-être revenir qui sont là. Et encore une fois, je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait eu de ce point de vue que ce soit là où la dégradation soit la plus grande. Je pense que la dictature n'est pas la dictature d'une régie publicitaire qui dirait « Ah non, il ne faut surtout pas qu'il y ait des mal de Danone parce qu'on a un budget Danone, etc. » D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques journaux à qui c'est arrivé, je pense notamment au mensuel Capital, qui a eu au moins 2 fois dans sa vie des problèmes d'annonceurs qui retiraient leurs annonces. Je crois qu'il s'agissait une fois de Peugeot, constructeur automobile, gros annonceur, et dans l'autre cas, et c'était encore plus grave, de LVMH, parce qu'LVMH avait retiré sa publicité non seulement dans Capital, mais dans l'ensemble des titres du groupe Prisma, c'est-à-dire dans tous les féminins, etc., et ça représentait de gros budgets. Eh bien, qu'on fait en espèce de directeur de la rédaction de Capital dans un cas, et dans l'autre Axel Gans qui dirigeait l'ensemble du groupe Prisma, eh bien, ils ont dit, c'est très bien, joue le rapport de force, c'est-à-dire vous n'annoncez plus chez nous, on ne changera rien à notre manière de faire. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que les annonceurs sont revenus dans un premier cas au bout de 6 mois et dans l'autre au bout de 3 mois, parce que par exemple LVMH a autant besoin du groupe Prisma que le groupe Prisma a besoin d'LVMH. Et je pense qu'effectivement, implicitement ou pas, les éditeurs de presse, du moins les éditeurs de presse intelligents et stratèges, ont dans l'esprit qu'il y a un rapport de force possible, et ce rapport de force, je pense qu'il existe malgré tout et qu'il perdure. En revanche, je pense qu'il y a une chose qui est plus problématique, qui est effectivement, et j'en arrive à la question de David après ce petit détour, mais qui est effectivement la question du marketing. Autrement dit, le problème des journaux aujourd'hui, le problème de la
c'est effectivement de vendre, entre guillemets, après tout c'est bien légitime, ce sont aussi des entreprises. Mais comment ça se passe? Eh bien, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de la presse écrite. Et bien dans la presse écrite, effectivement, et à fortiori dans la presse magazine, il y a une couverture par semaine. Sur cette couverture que se joue la vente de la semaine. On est dans un univers assez concurrentiel, puisqu'il y a en gros 3 news magazines qui se battent pour être premier, pour arriver premier, à la rigueur deuxième en vente au numéro, troisième c'est une catastrophe. Pourquoi? On en revient à la publicité, parce que les publicitaires sont des gens qui prennent le numéro 1 dans leur plan média, éventuellement le numéro 2 d'une catégorie, mais le numéro 3 est complètement laissé au caniveau. C'est en tout cas ce qu'on m'a toujours raconté au poids, je ne sais pas si je serais démentie par le professionnel, mais en gros c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a une injonction à diffuser qui est très très grande. Ce qui veut dire qu'effectivement, on fait des couvertures qui sont des couvertures marketing. Alors je dirais qu'il y a eu plusieurs modes. C'est pour ça que c'est difficile, quand on parle des nouvelles responsabilités des médias, je dirais que d'anciennes responsabilités qui ne sont pas forcément ni plus ni moins graves que les nouvelles. Dans l'histoire des magazines hebdo, il y a eu une période qui était la période que j'appellerais salaire des cadres mal au dos. Donc la période salaire des cadres mal au dos, c'était une époque où on faisait le salaire des cadres sur 1 puis sur 2 numéros, parce que ça faisait 2 bonnes ventes dans l'année. La 3e bonne vente étant réalisée par le mal au dos. Ça a évidemment fini par se tasser en termes de vente. 4e année sur le mal au dos, évidemment les gens avaient un peu l'impression de tout savoir. Et puis on a eu une période, je dirais, plus liée au côté coulisses, alors avec un hit absolu qui marchait à tous les coups, qui était les francs-maçons. Alors ça, vous avez vu des francs-maçons partout. Alors là, je ne sais pas où on en est sur les francs-maçons, mais ce que je remarque... Le vrai salaire des francs-maçons. Oui, on pourrait faire le vrai salaire des francs-maçons comme mal au dos. Peut-être qu'on a fait effectivement, on a évoqué une fois en conférence de rédaction, en se disant que tout ça peut être une solution. Et alors là, maintenant, ce que j'observe, et ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir l'avis de Laurent Beccaria comme éditeur, c'est que les magazines, de plus en plus, sont à la traîne de l'édition. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez les couvertures qui sont faites par les news magazines depuis 1 an ou 2, dans un cas sur 2 ou un cas sur 3, j'ai un petit peu regardé avant de venir ici, c'est un phénomène assez récent, eh bien, ces couvertures sont démarquées d'un livre. Alors, si on prend Le Point, l'Express ou le Nouvel Observateur, eh bien, on trouvera dans les 4 derniers numéros, au moins 2, parfois plus, numéros dont la couverture, dont le sujet d'approche principale est un sujet qui est démarqué d'un livre. Ce qui n'a rien de mal en soi, sauf que ça pose, à mon avis, un double problème. Le premier, c'est qu'on a une presse qui n'est plus vraiment une presse d'actualité, ou du moins qui est accrochée à une actualité de l'édition qui est une actualité particulière. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, eh bien, les sujets d'enquête sont des sujets qui sont choisis, là j'en reviendrai à ce qu'a dit Laurent Beccaria tout à l'heure, qui ne sont pas choisis en fonction d'un intérêt, d'une intuition, etc., mais d'une actualité éditoriale qui est finalement l'agenda d'autrui, en l'espèce l'agenda d'éditeurs, qui fonctionnent sur d'autres sites, pardonnez-moi, et donc qui ne sont évidemment pas liés à l'actualité. Et je pense qu'il y a là, dans je dirais, cette dictature du marketing, qui, moi je vous ai parlé là des épaules parce que c'est ce que je connais mieux, mais on pourrait dire beaucoup de choses aussi sur les quotidiens de ce point de vue, qui effectivement, je dirais, fait passer l'actualité, l'impératif de raconter le réel en temps réel, un petit peu en deuxième plan. Laurent Beccaria, vous devriez être content finalement si certains livres arrivent à faire l'actualité. On a un bon exemple en ce moment, ça fait 1 mois qu'on est sur un tunnel du déclin français. Nicolas Bavrez était là aujourd'hui. C'est exactement l'illustration de ce que vous venez de nous dire. Il a sorti un livre sur le déclin français et ce livre détermine derrière le débat sur les Français qui sont paraît-il paresseux, sur les 35 heures, sur les batailles d'économistes. On dirait que c'est le livre qui fait l'info. Je n'ai pas grand-chose à dire, honnêtement, ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que comment vous dire, moi je crois que l'information ça n'existe pas. C'est-à-dire que bien sûr il y a des événements, en septembre c'est un événement, il y a des rituels d'élection, il y a des catastrophes naturelles, mais la plupart du temps, 99%
90% de ce qu'on appelle l'information, c'est tout simplement on raconte, c'est un récit, c'est un récit du monde, c'est un récit on explique que on va donc se décider de mettre en avant plutôt tel aspect que tel autre, on doit essayer de donner des clés, des mécanismes. Et c'est ça la difficulté de la chose, c'est que depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui fait un être humain? C'est le récit de soi-même. Tout le temps, on se raconte nous-mêmes notre propre histoire pour tenir debout, pour avoir notre propre identité. Une société, c'est la même chose. Elle se raconte en permanence son histoire. On se raconte son histoire. Et l'information, c'est ça. C'est d'essayer de donner des histoires qui permettent de faire tenir debout les choses, de donner des clés de compréhension. Et je crois que, pour rebondir sur ce que disait Sophie, il y a le grand vide et la grande inquiétude qu'on sent dans les médias, c'est justement que les gens ne savent, que beaucoup de gens ne savent plus quoi raconter. Alors il y a bien sûr ceux qui ont un téléscripteur dans le ventre, c'est-à-dire tout ce qui sort de la dépêche AFP, j'en ai rencontré plusieurs, pour qui hier c'était il y a 2 heures, demain c'est dans une demi-heure, et puis on vit comme ça dans une pulsation terrifiante. Je crois que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui à Radio France. Moi j'ai fait une visite à Europe 1 qui m'avait saisi, c'est-à-dire qu'on voyait un rédacteur en chef avec des valises sous les yeux, et il y avait une dizaine de stagiaires qui écoutaient les flashs des autres radios et qui lui faisaient la synthèse en direct de ce que racontaient les autres, et lui-même appelait ses journalistes pour lui expliquer ce que c'est que l'information. Le portrait robot de France Info, il faudrait peut-être non, dénoyer. Mais c'est quoi l'information? C'est justement ça qui est qu'est-ce que c'est que l'information? Je vais vous donner un exemple, peut-être que je viens de raconter une histoire. Elle s'est passée toujours sur de météo, ça devient une information clé. Au printemps dernier, j'ai une amie qui est correspondante de France 2 à Montpellier. Il se trouve que le matin, à 2h de l'après-midi, elle reçoit un appel de David Pujadas, qui est son rédacteur en chef, et qui lui dit le 13h de TF1 a fait un reportage sur la plage à Montpellier, donc il faut que tu me fasses un reportage sur le beau temps à Montpellier. Et elle lui dit mais je suis désolé, il fait gris, il fait mauvais. Alors ils ont une demi-heure de discussion, puis il raccroche. Et 2 heures après, coup de fil incendiaire, tu vas être viré, c'est monstrueux et tout, il y a une dépêche AFP, il fait beau à Montpellier. Bon. Et pour ce soir, il faut un reportage sur la plage à Montpellier. Et donc elle se bat, c'est beau à Montpellier, que c'est une dépêche qui après est relevée de Météo France à 9h du matin, il y a tout un décalage. Et puis par bonheur, France 3, le 10 de fin, ne fait pas de reportage sur le temps à Montpellier. Ce qui fait que Pujadas oublie et n'a pas été licencié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce d'obsession, c'est quoi l'information? Qu'est-ce que c'est l'information? Et toute cette énergie, cette qualité, ces gens qui sont payés, sert à quoi? Alors ça, je vous montre le côté caricatural. Maintenant, il y a des côtés formidables. C'est-à-dire qu'on en connaît tous, on en voit. Des gens qui font un boulot remarquable. Moi, je suis éditeur, je trouve des tas de journalistes qui font un travail tout à fait exceptionnel, avec une conscience de leur métier, qui vérifient. Je vous demande de France Info, par exemple. Je cite souvent cet exemple. Comme je suis éditeur, tout petit éditeur, mais comme on publie des livres, on a 2 ou 3 fois par semaine des rendez-vous avec des journalistes. Eh bien, en 10 ans, il y a un seul journaliste qui m'a demandé des preuves de ce que j'avançais. Et c'était une journaliste de France Info, justement, qui venait faire un reportage de 3 minutes. Bon, elle demandait si vous avez des preuves de ce que vous dites, et je lui apportais les fax, etc. Donc, cette vérification d'information, il y a des gens qui la font très bien, où qu'ils soient. Et c'est pour revenir à cette idée qu'il n'y a pas de vérité comme ça, il n'y a pas de légende. C'est un travail tous les jours de questionnement, de doute, de résistance qui est permanent de 9h du matin à 20h et qui est un travail aussi énormément sur soi. C'est toujours revenir, qu'est-ce que je raconte, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais. Justement par rapport à la référence à France Info et à cette espèce de rythmique de l'information et de la dépêche de l'AFP, il faudrait que vous nous expliquiez, François Desnoyers, comment se fait-il finalement, France Info, c'est le type même de la radio qui court après l'info sans arrêt, avec, j'imagine,
une utilisation des dépêches AFP très fréquente, et en même temps vous progressez. Vous progressez, vous avez un succès auprès des auditeurs, les auditeurs n'écoutent pas France Info 5 minutes, ils peuvent écouter 2 heures d'affilée, pourtant les mêmes choses reviennent. Comment vous expliquez qu'il y ait cette rythmique permanente, cette information mâchée, remâchée, avec des tics de langage, des tics d'expression? On a l'impression qu'on va pouvoir terminer les phrases à la place de certains journalistes, et en même temps ça marche. Parce que, tout simplement parce qu'on ne dit pas assez, parce qu'à l'extrémie, les journalistes n'aiment pas le dire, parce que ça renverrait une réalité qui n'est pas forcément prestigieuse ou valorisante. C'est que s'il y a une critique qui peut être adressée à la profession, après je vais la relativiser, la critique, c'est qu'elle est atteinte par nature, le paléologisme. Par nature, c'est pas vrai. Il y a un paléologisme technique dont il faut parler, parce que souvent on peut être amené à juger une information alors qu'en réalité, si on réfléchit comment elle a cheminé, précisément, on va s'apercevoir qu'elle a cheminé pratiquement toute seule. C'est bizarre, mais elle a cheminé pratiquement toute seule. Le paléologisme technique, arrêtons 2 minutes dessus, puis après on va voir le paléologisme qui pourrait être évité, qui va nous amener sans doute au thème de la connivence. Il faudra qu'on ait une connivence avec la salle. Ouais, pas de question. Le paléologisme technique, c'est quoi? C'est que, n'imaginez pas que les journalistes de France Info, tous les matins, vont chacun dans leur côté chercher l'information. C'est techniquement impossible. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont placés à un moment c'est vrai d'Europe 1, de RTL, de tous les autres, de la télévision, ils sont passés à un moment d'une chaîne où il y a déjà l'information qui a été produite. L'information, elle vient de quoi? Elle vient d'abord de la presse du matin. Et oui, on passe notre temps à en écouter, regarder et lire ce que produisent les autres. Elle vient aussi de l'AFP, toutes les agences de façon générale, cette espèce de mécanique mal connue, mais il faut savoir que quand vous entendez dans 80%, ce qui fait la une du soir à la télévision, ce qui fait l'information qui vient en tête dans un flash de France Info, ce qui fait dans la plupart des cas la une du quotidien du lendemain, c'est souvent tout simplement à l'origine une dépêche, et une dépêche qui a cheminé, et qui a été d'abord reprise par les médias les plus instantanés, et le média le plus instantané, encore que ça a peut-être contrebattu après par d'autres médias nouveaux, type Internet, ou tout ce qui chemine par la téléphonie, mais le média le plus instantané, c'est évidemment la radio, que celui qui va avoir un peu moins d'instantanéité, mais qui va rythmer aussi, qui va donner le ton d'information, ça va être la télévision, le grand rendez-vous du soir, et puis, etc., etc. C'est-à-dire que, si on revient à la question de la responsabilité, beaucoup de nos confrères nous disent, qu'ils soient à la télévision ou à la presse écrite, quand France Info s'empare d'un truc, c'est épouvantable pour nous parce qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre. Et de ce point de vue-là, si on prend France Info, qui est effectivement un producteur d'information en permanence, on peut situer un certain niveau de responsabilité qui est assez technique, mais qui est au cœur de l'existence même de la station, donc il ne s'agit pas de l'évacuer, qui est qu'à un moment, à 3h de l'après-midi, vous avez... je veux dire, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Avant 1987, ça n'existait pas. Il n'y avait pas un média accessible à tous qui, à tout moment, pouvait donner une information et puis la répéter, et puis la re-répéter, et puis la modifier au fur et à mesure de l'avancement de l'information, et qui faisait que tout d'un coup, ça devenait l'information dominante. Est-ce que pour autant le phénomène de grégaire, le phénomène de panurge n'existait pas? Bien sûr qu'il existait, mais il existait dans un monde clos qui était le monde des rédactions. Et il était rythmé alors, en intra, en quelque sorte, par l'AFP. Depuis que France Info a été créée, et puis LCI, etc., c'est devenu ce débat-là, en quelque sorte, sur je sors l'info tout de suite et elle est bonne pour vous tout de suite et pour tout le monde. Ça a été modifié depuis qu'un média très instantané comme la radio est né sur une promesse, et là je vais revenir à une notion de positionnement. Alors nous, dans cette République, on se drape souvent dans l'indignité, on dit c'est la mission. Bon, la traduction de la mission chez nos confrères du privé, c'est le positionnement, le créneau. Ça, c'est le marketing. C'est quoi la promesse? Les gens de marketing, je parle sous le contrôle de mon voisin, ils vont vous dire, alors la promesse de France Info, autrement dit à quoi ça sert et qu'est-ce que ça prétend être dans le paysage médiatique, c'est de vous donner l'information tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et
que surtout vous ne la ratiez pas. Et cette station, comment elle a été conçue? Son premier slogan, c'est extraordinaire, c'était extraordinaire au sens extrêmement intéressant, c'est pas une critique de ma part, j'étais pas dans la maison, mais c'est intéressant de voir comment c'est arrivé sur le marché. 1987, le premier slogan, France Info, pour être informé aussi vite qu'un journaliste. Vous voyez la promesse. C'est très intéressant, c'est-à-dire tout d'un coup, on disait au public, eh bien vous allez rentrer dans notre monde, qui est un monde qui a l'information avant tout le monde, qui vous la prédigère, et puis au lieu de vous la prédigérer, on va, nous, France Info, on va vous la donner brute de décoffrage, comme ça, sur l'antenne. Ça a fondamentalement changé les choses. Alors, je n'ai pas envie de trop rentrer dans le détail parce qu'on va prendre du temps sur pourquoi est-ce que on a l'impression que les phrases se ressemblent, qu'on pourrait presque finir la phrase, comme vous dites, etc. Ça, c'est lié simplement au fait qu'il y a une espèce de technique qui fait que si on veut donner l'information de la façon la plus lisible possible, la plus simple possible et la plus immédiate possible, on va là revenir à une construction journalistique assez classique, sujet vers complément. Et que, évidemment, ça va donner une construction de phrase qui va être simplissime et ça va donner l'impression que ça se clone à l'infini et qu'on pourrait presque l'écrire à notre place. Mais on est au cœur de la promesse pour être informé aussi vite qu'un journaliste. C'est-à-dire que ce que dit Laurent, c'est on a le téléscripteur dans le ventre. Ça, c'est France Info. Mais la situation que Sophie Coignard écrit pour un hebdomadaire, comme Le Point, vous voyez qu'elle est déjà autre. Parce qu'entre-temps, il y a une semaine quasiment pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en avant, etc. Est-ce que pour autant, parce qu'on a une semaine devant nous, l'instinct de la guerre n'existe pas? On a déjà la réponse, bien sûr qu'il existe. Le déclin, le thème de la rentrée, le thème politico-économique de la rentrée, le déclin, c'est d'abord et avant tout le tour de Badrez. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir que il y a tellement, on est dans un tel univers de pensée, même pas moi l'idée de la pensée unique, mais d'une pensée commune, d'une pensée dominante, et qui souvent est la pensée médiatique, que le livre de Badrez était à peine sorti, que déjà toute une... je ne vais pas envoyer le mot establishment parce qu'il y a quelqu'un qui l'emploie beaucoup et c'est très ambigu, toute la classe politique, majoritairement, et alors pour le coup, quel que soit son horizon sur l'échiquier politique, c'est levé, et y compris un certain nombre de journalistes, c'est levé d'un seul homme en disant mais non, c'est indigne, c'est totalement indigne aujourd'hui d'oser parler de la France comme ça. Est-ce que c'était un sentiment patriotique? Je ne pense pas. Je pense que le bouquin de Badrez est tellement décapant que tout d'un coup il dérangeait. Alors il dérangeait le discours politique, c'est l'affaire des politiques, politique et économique. Il dérangeait aussi un certain discours médiatique qui est un discours, il faut bien le dire, qui est un discours conformiste. Et du conformisme à la connivence, on y va assez vite. Donc vous voyez que c'est effectivement complexe, et que dès lors qu'on admet d'avoir des médias d'information continue, ils sont radio, ils sont télé, ils sont internet, etc., bien évidemment, on ne se met pas dans la posture qui consiste à dire l'auditeur, téléspectateur, lecteur, il a absolument la volonté et le temps d'avoir là, maintenant, le recul et le besoin de réflexion sur ce que je lui livre. Il y a plusieurs niveaux de consommation d'information. Il y a des journalistes qui sont chargés de livrer de l'information comme on garnit un étalage, ce qui n'est pas pour autant, c'est ni indigne ni dégradant. Et il y a des journalistes qui, parce qu'ils, je dirais qu'au bout de la chaîne, il y a les écrivains, périodicité qui n'existe pas, qui n'est pas prédéfinie. Il y a des journalistes qui ont une autre fonction, qui est de livrer une information qui est analysée, qui peut avoir pris du recul, etc., qui relève de l'enquête. Donc il ne faut pas mettre tout dans le même sac, parce qu'au bout du compte, les différents médias sont dans des registres différents. Le panel va peut-être poser la question qui va amorcer les suivantes. Oui, alors On vous entend. peut-être rebondir sur justement la thématique du conformisme. Alors, c'est une question, excusez-moi, qui est un peu longue, mais je m'intéresse plus au terme responsabilité dans la question. Donc je ne vais pas revenir sur les pratiques journalistiques et tous les problèmes et les limites qui en sont liées, je crois qu'on les connaît tous bien ici, mais plus sur... bon, je suis étudiante à Sciences Po,
Et j'ai peut-être le tort de croire que la presse, enfin, les médias en général, ont pour but de créer un espace public où doit se dérouler un débat. Et un débat que je dirais social. Je préfère être social. C'est pour moi le lieu vraiment qui doit remplir cette fonction, parce que quand on parle d'un débat dans la société française, en fait, je pense qu'on parle d'un débat dans les médias, tout simplement. Ou en tout cas, engendré par les médias. Et donc là, j'aimerais juste vous donner très vite 2 données chiffrées. Une première, c'était Balbast et Rimbert dans mon diplôme. La journée nationale d'action contre les grèves, 3 minutes pour les grévistes et contre 14 pour ceux qui dénoncent les grèves. C'était TF1, et des données comme ça, on a l'appel. Je pense que l'émission où David Alicard participe le démontre souvent, de ce problème d'équité dans un débat social entre ceux qui dénoncent un problème et ceux qui le soulèvent. Et une autre donnée chiffrée, c'est les journalistes. Alors là, je m'adresse plus à Laurent Beccaria, qui a édité le dictionnaire du journalisme. Et Ruffin nous apprend que ces journalistes, ils viennent de tous à peu près les mêmes écoles, et notamment Sciences Po, CFJ, et que ces jeunes personnes-là viennent souvent des mêmes classes sociales, c'est-à-dire assez favorisées. Et là, j'ai envie de dire, alors par rapport à une subjectivité des journalistes qui est évidente, je veux dire, je crois que dans les rédactions, il n'y a pas, toutes les classes sociales ne sont pas représentées, et par rapport à des données chiffrées, comme je vous ai montré sur TF1, mais qui existent, je pense, un peu partout, sur le débat social, est-ce qu'on ne va pas remettre en cause complètement la subjectivité des médias sociologiquement parlant? Et c'est pour ça que je m'adressais peut-être à Sophie Coignard et à Laurent Beccaria sur cet aspect social des médias et leur responsabilité. Je pense que Laurent Beccaria est sensible et réceptif au problème que vous avez soulevé, donc il va vous répondre. Et François Desnoyers voudrait ajouter quelque chose également. Voilà, je crois que vous faites allusion à un livre que nous avons publié l'année dernière, qui s'appelle Les petits soldats du journalisme, et en fait qui était un pamphlet écrit par un jeune étudiant dans l'école de journalisme qui s'appelle le Centre de formation de journalisme, qui est un peu l'école phare, et qui pendant 2 ans a pris des notes sur tout ce qu'on lui enseignait. Et c'est vrai qu'il en a fait un livre qui était une charge, donc il a pris une charge contre justement ce conformisme, tous les défauts qu'on peut voir. Donc c'est un livre qui est caricatural, mais qui a l'avantage justement de la caricature, c'est d'accuser le trait. Je pense que ce livre, je trouve je voudrais vous poser des questions qui sont justes, mais il faut éviter le simplisme. C'est-à-dire que ce que montrait ce livre, c'est tout simplement que sur une toute petite frange de journalistes, il se trouve que le CFJ a formé beaucoup de gens qui sont devenus rédacteurs en chef ici ou là, ou qui ont des postes en vue, mais ça représente une poignée simplement infime des journalistes, donc il ne faut pas du tout généraliser à partir de ça. Donc il faut moins prendre cette école comme, je dirais, une citadelle à abattre, que comme un endroit où ce qui est le plus frappant, c'était le vide dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité à répondre au nom de quoi je suis journaliste, au nom de quoi je dis que cette information est importante, cette information ne l'est pas. Et ce qui était fascinant dans cette école, en voyant les formateurs, il n'y avait que des gens qui avaient des postes de responsabilité dans les médias, qui venaient, et à la fois la prétention, l'arrogance et le vide de ce qui leur était fourni, et faisaient un livre très drôle parce que voilà, le roi était nu et qu'on le volait. En revanche, je crois qu'il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de réponse simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des quotas dans le genre la société française a tant d'ouvriers, tant de paysans, donc il faut tant de journalistes de telle ou telle manière. Bon. Ce qui est évident, c'est que les médias sont le reflet des élites, et qu'en France, il y a une endogamie très forte, c'est-à-dire qu'il y a une auto-reproduction très forte des élites. Moi-même, je suis un pur produit de reproduction sociale, je suis un bourgeois, fils de bourgeois, et je ne vais pas là faire la défense d'une autre manière de faire. Je vois bien parmi mes confrères, je vois parmi beaucoup de journalistes, c'est vrai qu'il y a un vrai problème social, c'est-à-dire que les journalistes, c'est plutôt aujourd'hui une quête. Il y a un journaliste très intéressant de Newsweek qui racontait que quand il était jeune, les journalistes habitaient dans la banlieue. Et quand le rédacteur en chef de Newsweek, habitait en fait dans les quartiers pauvres, parce que aux États-Unis, la banlieue, c'est les quartiers riches.
Et qu'aujourd'hui, le rédacteur en chef d'une musique, il a le même salaire qu'un grand patron. Il est rentré dans le rang de l'industrie. Donc il y a eu cette dérive, il y a eu cette mercantilisation de la tech. Mais globalement, les médias ont toujours été des acteurs, je dirais, du côté du manche sur le plan social. En revanche, la question forte que vous posez, elle revient toujours. Je me répète et je me répéterai tant de fois, c'est qu'il n'y a rien d'évident. Et il y a une étude qui était passionnante. J'avais discuté un jour avec Guillaume Durand, il me disait mais regardez, on a fait une étude sur pendant la guerre du Golfe, tous les journaux télévisés avaient exactement le même chemin de fer, le même conducteur, la même hiérarchie d'information. Ce qui prouve qu'il n'y a qu'une seule manière de faire le métier. Et ça, je crois que c'est la vision dominante, c'est une question forte. C'est vrai que c'est un modèle général, mais ce n'est pas il faut toujours remettre en cause cette évidence. Et il y a d'autres pratiques, d'autres histoires à raconter, d'autres manières de faire ce métier, et que ce qui est en train de s'appauvrir, c'est justement cette richesse de la palette. Il faudrait comme ça une palette très très riche, un grand nuancier. Alors aujourd'hui, on va vers le monocolore. Sur la question que vous avez posée, François Desnoyers, qui est un client du CFG, entre guillemets, et Jean-Michel Daclin veulent réagir également. Non, très rapidement sur l'histoire de Vite, parce qu'il y a besoin des origines sociales. Je vous racontais quelque chose. Quand je me suis occupé de la télévision de l'outre-mer aux côtés de Jean-Marie Cavada, on a fait ça 2 ans. Ça nous a amené à regarder un peu de près, au fond, cette France qui n'est pas la France de métropole, et cette France qui est la France outre-mer, les Caraïbes, l'océan Indien et le Pacifique Sud, et particulièrement le bassin caraïbe qui fournit l'essentiel des originaires d'outre-mer qui vivent en métropole, puisqu'il y a autant d'originaires d'outre-mer en métropole que de gens qui vivent aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer. Et au fond, en regardant un petit peu, non pas ce qu'on a envoyé d'outre-mer, mais ce que l'outre-mer pouvait... Comment la question était simple. Est-ce que la société française a conscience de l'existence de ces territoires, mais surtout des gens qui y vivent et de leur culture, qui est une culture à la fois la nôtre, c'est la culture française, mais en même temps avec des particularités dans plein de domaines qui sont très intéressants. Et vous imaginez que le Canada, observateur de la télévision, en bon connaisseur, est tout de suite arrivé, parce qu'il était un peu neuf comme moi, sur cette problématique finalement de l'ailleurs. Il a jeté un regard, une réflexion assez poussée sur la télévision ici en métropole. Et au fond, ça peut se résumer de la façon suivante. Est-ce que la télé, ça ressemble à la rue? Je parle de l'exercice journalistique. Et ça passe par les têtes des gens, présentateurs. Concrètement, est-ce que demain, et je vais être politiquement totalement incorrect et mettre les pieds dans le plat, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont dans la vie, est-ce que demain, une chaîne de télévision est prête à assumer le fait qu'un présentateur noir présente le 20h? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, c'est assez choquant quand on regarde et on fait un petit peu, on décortique, mais on s'aperçoit en fait que la télé, pur produit aussi effectivement d'une élite, elle est très grasse et très blanche. Est-elle le reflet du métissage? Et là je reviens vraiment franchement en métropole de la société française, évidemment. Autrement dit, quand vous regardez la télé, est-ce que quand vous allez dans la rue, on parle à peu près de la même chose, on a au niveau de l'œil, on a la même impression. C'est évident que la rue est infiniment plus métissée que les plateaux de télévision. Bon. Le président du CSA, Vébourge, avait d'ailleurs tenté sensibiliser de façon assez volontariste tous les médias de télé, privés, publics, à cette question qui est de dire mais êtes-vous exactement le reflet du métissage, hein? Et je pense prendre le métissage au sens très large du terme. Dans vos recrutements, dans les gens que vous mettez en avant, parce qu'à un moment, la télé, je suis désolé, c'est quand même quelqu'un qui se manque. François Desnoyers, pour avancer éventuellement que Jean-Michel Daclin réagisse et qu'on avance vers d'autres questions. Jean-Michel Daclin, je crois que vous avez tiqué ou sursauté sur cette notion de débat public. Non, pas du tout. Justement, sa première partie, qui est la question qui m'intéressait, ça recoupe un petit peu ce que vient de dire François Desnoyers, c'est que quand on regarde les médias aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un débat, c'est un lieu de débat public, et je partage comme vous la même volonté. Vous avez des journaux, des quotidiens dans lesquels il y a des tribunaux, il y a des opinions qui s'expriment, il y a des débats à la télévision.
est complètement ailleurs. Vous avez évoqué votre chiffre là, concernant le fameux journal de TF1 sur une manifestation sociale. Il y avait 3 minutes 47 pour les grévistes et 14,5 pour ceux qui dénonçaient cette manifestation. Il suffit de regarder les dernières présidentielles quand on a vu que la même télévision, le lendemain de l'élection présidentielle, a diminué par 7 le temps consacré à la sécurité. On se rend compte qu'en fait, en réalité, il y a une espèce d'utilisation subliminale des choses. Et quand on parlait des présentateurs basques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quelque part, il y a une espèce de discours qui n'est pas explicite, et c'est celui-là qui est à craindre. Moi, je crois beaucoup qu'il y a un manque de visibilité des choses, et c'est ça qui est contraire à ce que doit être en République un média. Autre question? Oui, j'aurais une question plus pour Madame Cognard. Vous avez parlé donc, de toutes les... Vous avez un peu évoqué les formes d'autocensure. Donc j'aimerais savoir plus précisément quelles sont-elles, les formes de censure et d'autocensure. Et même prolonger peut-être la question à messieurs Desnoyers et Daclin sur le rôle d'une direction de production, enfin d'une direction de journalistes comme ça. Quel est son rôle vis-à-vis de la censure, quelle est la force de sa ligne directrice par rapport au travail de ces journalistes et enfin, voilà. Alors, je crois que la première réponse, la première approximation que j'ai dû vous faire, paraître un peu étonnante, c'est qu'il n'y a pas de censure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de censure parce que ce n'est pas la peine qui en est, en gros. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y en ait. Mais c'est rare, parce qu'en général, l'autocensure précède la censure. Donc, d'une certaine manière, il serait presque préférable qu'on soit obligé d'avoir des censeurs. Ça prouverait déjà que l'autocensure a diminué. C'est pas seulement une boutade. Très sincèrement, si j'essaye de me souvenir des cas de censure, c'est-à-dire que censure, c'est quelque chose de simple, c'est qu'une émission de reportage à la télévision ou un article dans un journal ou un magazine ne passe pas par décision de la hiérarchie. Ça, c'est extrêmement rare. Il y a des cas, mais c'est rare. En général, ça se produit en amont. C'est-à-dire que d'abord, il est fréquent que, évidemment, on discute des sujets qu'on va faire en conférence de rédaction. Donc là, il y a éventuellement ce que j'appellerais une orientation. On n'est pas dans la censure, on est dans la pré-censure. Alors là, comment ça se passe? Il y a plusieurs manières. J'ai souvenir que sur une grande chaîne de télévision privée, un jour, c'est il y a 5-6 ans, des journalistes souhaitent, qui ont déjà pas mal travaillé sur la question, souhaitent faire un magazine avec un grand portrait de Roland Dumas. On est au tout début de l'affaire Elf, et leur hiérarchie leur répond: ah non, Roland Dumas, c'est pas une bonne idée, personne ne le connaît. Bon. Donc c'est une première manière d'évacuer la question, c'est-à-dire c'est une sorte de mauvaise foi évidemment absolue, mais qui n'est pas destinée à être de la censure, puisqu'on est dans l'idée qu'il faut quand même donner aux téléspectateurs des sujets qui correspondent à leurs attentes ou au moins à leur connaissance. Donc ça, c'est la première forme de censure. Il y en a une autre qui est un tout petit peu différente, qui s'est beaucoup pratiquée dans les 2 dernières années dans la plupart des rédactions. J'ai pas mal de témoignages de journalistes sur ce mode-là, qui est les affaires. Les affaires, ça n'intéresse pas les gens, ça n'intéresse pas les lecteurs, donc on ne va quand même pas parler aux lecteurs des choses qui ne les intéressent pas. Autre exemple de pré-censure. Sur quoi se fonde-t-on pour dire que les affaires n'intéressent pas les lecteurs? Sur des études marketing, je me demande même de quelle nature elles pourraient être, non, sur rien, sur l'air du temps, sur le fait qu'effectivement, et là on en revient à la question précédente, eh bien les gens qui dirigent les journaux ont décidé, avec les gens avec qui ils déjeunent en général, routine, c'est-à-dire les responsables politiques, les responsables économiques, enfin des gens qui n'ont pas des relations formidables avec les juges, on va dire, pour aller vite, eh bien quand ils parlent ensemble à déjeuner ou à dîner, ils se disent que finalement, non, les affaires, ça n'intéresse plus personne. Et finalement, ils se convainquent, c'est absolument magique. Et donc ça, c'est une deuxième forme de pré-censure, mais on n'en même pas ensuite à couper un
un papier ou interdire la publication d'un papier puisqu'on a décidé que ça n'était pas un sujet intéressant. Et si vous regardez effectivement ce qui se passe dans les journaux, et a fortiori dans les chaînes de télévision, là c'est une sorte de pure merveille, les affaires ça n'existe plus. C'est-à-dire que la mode des affaires est terminée. Alors les journalistes qui s'occupent de ça, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, ah non mais je sens que ça reprend. Alors je ne sais pas ce qui doit reprendre, les affaires reprennent, mais en tout cas voilà, donc on est dans ces formes de pré-censure-là. Ensuite, je pense que c'est ça le plus important. Et puis troisième forme de censure, celle qui est l'autocensure pure, parce que là il y a quand même une intervention, je dirais, de la hiérarchie, il y a des discussions absolument surréalistes qu'on raconte dans les conférences de rédaction, des conversations surréalistes auxquelles il m'est arrivé d'assister dans les journaux où j'ai travaillé, où effectivement on voit le poisson. Alors toujours sur des arguments du genre, ça n'intéresse pas, c'est pas vraiment, non, on n'est pas vraiment là-dedans en ce moment, il n'y a pas de place pour ça dans le journal, c'est aussi une autre manière de faire, et ce monsieur est inconnu. Dans le cadre de l'automasse, moi, me plaît énormément. Ensuite, vous avez l'autocensure pure, c'est-à-dire le journaliste qui finit par ne plus raconter ce qu'il sait. Alors ça, c'est absolument passionnant. Ça demanderait sûrement un travail de psychologue, mais en tout cas, c'est extraordinairement courant. Alors, le phénomène, si on essaie de le décrypter, il a évidemment un rapport avec la question que mademoiselle posait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a une espèce de communauté de milieu, de communauté sociologique, de communauté culturelle, des journalistes et du monde qu'ils sont censés décrire, qui n'est pas très propice à la révélation. Dans un premier temps, le journaliste, on va le prendre, il sort du CFJ, et admettons qu'il n'ait même pas envie de devenir une vedette de la télévision, comme c'est visiblement le cas de beaucoup de CFJ, mais là, il n'a pas du tout envie de ça. Il sort du CFJ et il arrive dans une rédaction. Il va s'occuper de, je sais pas, d'un parti politique, de Matignon, du ministère de l'Intérieur, des médias, des entreprises de navigation aérienne, peu importe. Ce journaliste va donc avoir des contacts avec, c'est tout à fait logique, les gens qu'il est censé décrire. Il est encore, dans sa tête, vraisemblablement, un envoyé spécial des lecteurs auprès du milieu qu'il est censé décrire. Les choses vont se gâter assez rapidement. Parce que, d'une part, dans la plupart des rédactions, les journalistes ne tournent pas. Dans la République française, on fait tourner les préfets, on fait tourner les commissaires de police, on fait tourner les magistrats. Dans les rédactions, on ne fait pas tourner les journalistes. Alors, c'est évidemment assez vite, nous sommes tant aimés, c'est-à-dire des journalistes qui suivent la même chose depuis 5, 10, 15, 20 ans. Même en étant d'une grande fraîcheur d'esprit, il est individuellement impossible que ça ne laisse pas des traces. Donc, ce journaliste, on le prend 5 ans après, il a fait, s'il couvre telle et telle entreprise, X voyages de presse avec ces entreprises-là, au cours desquels, évidemment, il a passé des heures en avion avec le DIRCOM, le président de la boîte, etc. Ça crée évidemment des liens. On pratique ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire qu'effectivement, on raconte des choses aux journalistes qui sont censés l'éclairer sur le contexte, et puis évidemment, qui sont censés ne pas du tout figurer dans ces papiers. Et de loin en loin, évidemment, on en arrive à un journaliste qui devient, parce que la fonction crée l'organe, qui devient le porte-parole du milieu qu'il est censé décrire auprès des lecteurs, auprès des auditeurs, auprès des téléspectateurs. Et donc le phénomène de l'autocensure joue à plein à ce moment-là, et je dirais presque en toute inconscience. Et ça, évidemment, on le constate dès qu'on vit dans une salle de rédaction, on apprend énormément de choses dans les conférences de rédaction, beaucoup plus que ce qu'il y a écrit dans les journaux ou ce qui est dit à la télévision. Jean-Michel Baclin, vous qui faites de la communication, c'est votre métier, est-ce que vous êtes tenté de temps en temps d'essayer d'influencer les journalistes par cette proximité? J'ose à peine vous poser la question. Non, moi je ne fais pas ce métier-là, je fais un métier qui est un métier publicitaire, c'est-à-dire que j'achète une page, c'est clair, je vous mets sur la page que j'ai envie de mettre. Mais ça me rappelle une anecdote que j'ai eue, surtout qu'on traitait, on avait à communiquer pour une marque de vêtements du sport, et je reçois un jour un coup de fil d'un journaliste de la chaîne de télévision qui devait présenter à l'occasion d'un reportage dans
Non mais, C'est un exemple, c'est quand même. pour parler, je pense que la majorité, la grande majorité. Bien d'accord. Pour parler du cas de relations de presse, qui est un métier tout à fait à part, ce métier-là est un métier où on retrouve la même connivence que vient d'expliquer madame. C'est-à-dire qu'on est au bout d'un moment à une espèce de complicité entre des journalistes. Moi, je connais des boîtes de relations de presse qui vont faire les dossiers de presse sur leurs clients à des journalistes. Donc le journaliste, il fait, comme on dit, des ménages. C'est-à-dire que lui, il touche de l'argent, et après, quand on a affaire écrire en papier au journaliste en question, c'est clair qu'ayant touché l'argent de la boîte de relations de presse, il va forcément être gentil. François Desnoyers, est-ce que parmi vos équipes, il y en a qui font des ménages comme ça? Forcément. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils fassent des exercices de communication de crise avec EDF, GDF pour les centrales nucléaires, par exemple? Je débat, mais c'est là aussi le premier qui dit je vous garantis dans la rédaction, il n'y a pas un type qui fait des ménages, c'est quand même une hypocrisie absolue. Après, la question c'est de savoir est-ce que le ménage il rend le journaliste perméable à un certain message. Ce qu'on appelle le ménage, c'est effectivement vous allez prêter votre technique journalistique qui s'appelle de l'écriture, qui s'appelle tas de choses, de l'argumentation, vous allez prêter à un moment à quelqu'un qui a un objectif précis, un homme politique, une entreprise, etc. Bon, ça c'est une chose, et alors, nier que ça existe, c'est vraiment une situation débile, parce que c'est assez consubstantiel au fait que le journalisme est un métier assez mal payé, très mal payé même. Et donc, encore une fois, sociologiquement, l'origine est assez dominante, mais peu de gens gagnent ce que gagnent certains présentateurs de journaux télévisés. Hein. Donc, effectivement, il faut ramener ça à la réalité des revenus. Alors, les ménages, oui, mais la question c'est est-ce que le fait d'avoir travaillé à un moment, est-ce que Monsieur X, le journaliste, reporter sur une action, a, sur son temps libre, à un moment, prêté son concours à une entreprise, est-ce que ça fait que pour autant, il va faire cheminer l'information d'entreprise dans son exercice journalistique? C'est ça la vraie question. Sur les ménages, très rapidement, on passera à une autre question de la salle. Alors moi je pense que évidemment, il n'est pas envisageable que le fait de faire des ménages dans son propre secteur d'activité puisse être parfaitement neutre. Je vais vous citer une petite histoire que raconte volontiers, très courte, que raconte volontiers Philippe Meyer. Quand il est arrivé comme rédacteur en chef du service culture à l'Express, ça remonte un petit peu loin, il y a une grande société de production de films qui l'a invité à déjeuner dans la semaine et qui lui a dit, ben voilà, pour faire les dossiers de presse des films, alors c'est temps, je ne sais plus combien c'était à l'époque, mais voilà, c'est temps. Et Meyer a dit, ben non. Et on lui a dit, ah bon, vous voulez plus? Alors évidemment, ça l'a un peu intrigué, et il a dit, non, je veux rien, vous voyez, je ne vais pas faire ça. Ah, ils se sont dit, ce type-là est épouvantable, et il faut absolument, enfin, je veux dire, essayer de s'en débarrasser, c'est une urgence pas possible. 2 jours plus tard, Meyer est invité à déjeuner par le concurrent du premier grand producteur de films qui lui fait exactement le même sketch. Et il m'a dit que ça lui a procuré beaucoup d'ennuis de ne pas vouloir faire ça. Il était considéré comme un type un peu suspect, qui ne voulait pas pactiser avec son milieu. Deuxième chose, quand j'étais présidente de la Société des journalistes du Point, on a voulu faire une espèce de charte, de petit contrat sur ce qui était faisable ou pas faisable. Et on a été obligé de composer à la suite d'assemblées générales assez houleuses pour qu'au nom du fait que les journalistes étaient mal payés, ce qui me paraît après tout quelque chose quel argument auquel j'ai réagi vivement quand François Desnoyers l'a employé parce que enfin c'est pas possible de réfléchir. C'était consubstantiel. Oui, mais ce que je veux dire c'est que alors le fait qu'on est mal payé permet dans un premier temps de faire des ménages, puis on peut peut-être aussi aller se braquer une petite banque parce qu'on a du mal. C'est un truc sans fin quand même, hein, c'est un peu problématique. Mais simplement, j'estime qu'évidemment les ménages c'est une forme de corruption. Et donc, j'ai été obligée de composer moi-même. À l'époque, on m'a dit ben non, c'est pas possible, on est trop mal payé. Et donc, on avait inventé un système de fou où les gens avaient le droit de faire des ménages, mais pas dans leur secteur d'activité. C'est-à-dire, si vous occupiez des centrales nucléaires, vous pouviez faire des ménages pour Pathé ou Gaumont, ou l'inverse. Et vous avez fait très vite à constater que du coup, plus personne ne pouvait faire de ménage. Ce qui est bien la preuve que tout ça est pervers, puisque les entreprises ne voulaient pas faire de ménage. Par exemple, les entreprises de cinéma ne voulaient pas faire de ménage au type qui s'occupait du transport aérien. C'est bien la preuve, de mon point de vue, qu'il
s'agissait d'une forme de corruption. Une question de la salle. Oui, puisque vous êtes dans le noir, levez-vous pour poser votre question. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment se fait-il qu'un journaliste qui a truqué une interview de Fidel Castro, qui a menti à ce sujet à Télérama 2 semaines après et qui a été condamné pour connivence, est présenté pendant de nombreuses années au journal télévisé? Écoutez, pour avoir posé ce genre de questions aux amis, je ne peux plus aller à TF1 depuis plusieurs années, donc je ne peux pas vous répondre. Moi j'ai une petite idée, mais je voudrais demander à François Desnoyers, est-ce que quand un patron de presse, une star comme PPDA, pour ne pas le nommer, qui traîne sur son nom, sur sa capacité à charmer la caméra et faire l'amour, comme on dit à TF1, autant de public, est-ce que pour une erreur déontologique minime, est-ce qu'on s'en sépare? Parce que nous avons, on n'est pas vraiment concerné la radio, parce que la radio ne produit pas de vedettes, mais produit très à la marge. Puis certaines radios passent leur temps à recycler les vedettes de télévision, donc je veux dire à se servir de leur image. Donc moi je ne peux pas vous répondre concrètement à la question. La réponse à la question qui était posée tout à l'heure, pourquoi un journaliste à qui on reproche d'avoir truqué l'interview est-il encore en fonction dans le même exercice, mais tout simplement parce que son entreprise le veut, dire les choses clairement, et que rien ne peut empêcher aujourd'hui son entreprise de le vouloir, de décider ainsi. Alors ça renvoie à la stratégie de cette entreprise, etc., tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire que alors on peut dénoncer publiquement les choses et puis se trouver interdit de séjour dans l'entreprise en question, mais la réponse réelle et il n'y a pas besoin d'essayer de chercher des raisons déontologico, journalistico, etc. Non, c'est parce que son entreprise le veut. Et elle le veut pour des raisons qui sont qu'elle a jugé que cet homme faisait l'audience. Enfin, ne masquons pas les réalités, c'est comme ça que ça marche à l'échelle d'un journal télévisé de prime time. C'est comme ça que ça marche. Le présentateur, il doit choisir tout à fait sur des critères qui seraient exclusivement sa qualité d'écriture. Il choisit sur un ensemble de critères qui font qu'à un moment, le journal il est écouté ou moins écouté. Et c'est d'ailleurs exactement sur ce type d'approche que je comprends si je me mets dans la peau du patron de chaîne de télé chargé de faire un 20h avec plein de pubs avant, plein de pubs après, y compris la chaîne publique, ce qui est un vrai problème. C'est comme ça que Pujadas a été débauché de la LCI à la 2, c'est tout simplement parce qu'il a été jugé de nature à remonter l'audience du journal de la 2. Une autre question? Par rapport à ce que vous voulez dire, monsieur Desnoyers, ça rejoint un petit peu une remarque de Mme Cognard. Finalement, qu'est-ce que vous savez de votre public? Vous venez dire tout de suite, on peut maintenir un journaliste parce qu'il plaît, on peut aussi peut-être enlever un journaliste parce qu'il plaît. Exemple, monsieur Leclerc. Donc, quelle est votre capacité à éventuellement réagir à l'écoute de votre propre public? Alors, ce qu'on sait du public, tout le monde le tire de sondage, d'analyse d'opinion, plus ou moins poussé selon l'argent qu'on vient d'y mettre, qu'on peut y consacrer. Après, là aussi, pour l'hypocrisie, il est de la responsabilité d'un patron de chaîne, d'un patron de journal, d'un patron de station de radio, que de mettre en musique. Le journal, ça s'appelle une maquette, ça s'appelle l'organisation d'une rédaction, le journal radio, la grille radio, le journal télé, etc. C'est de sa responsabilité de patron d'entreprise. Là où une entreprise de presse se différencie un peu d'une entreprise tout à fait ordinaire, encore que, mais je dirais que compte tenu des pressions évidemment qui s'exercent sur le journaliste, et c'est normal qu'elles s'exercent. S'ils ne s'exercent aucune pression, ça veut dire que ce qu'ils font est tellement lisse que ça ne dérange et ça n'intéresse personne. Donc il y a des pressions de toutes sortes qui viennent de partout. Et ça rejoint la question de la censure tout à l'heure. La fonction noble d'un patron de presse, quel qu'il soit, c'est plutôt à la fois par déontologie et vertu, mais aussi au nom d'un intérêt bien senti de l'entreprise, de protéger ces journalistes, pas contre leur propre turpitude,
On a vu que le débat il partait un petit peu tout à l'heure sur tous pourris. C'est un peu caricatural parce que c'est pas vrai. La majorité de la profession n'a pas recours à des pratiques qui consisteraient à demander de l'argent pour s'habiller. Ça existe. À la question de la exister, selon quelle logique finalement on en vient à se séparer d'un chroniqueur du matin, ça va écouter. Moi, vraiment. Je ne peux pas le dire ici, ce serait parce que l'intéressé n'est pas là, et donc je trouve ça extrêmement désobligeant. Monsieur Vinclair a commis une faute grave, qui n'a rien à voir avec ce qu'il raconte sur son site internet. À partir de là, ici s'arrête ce que je peux dire, parce qu'au-delà, la responsabilité du chef d'entreprise fait qu'on ne porte jamais sur la place publique le dossier individuel de faute d'un salarié. Monsieur Vinclair a commis une faute grave qui fait qu'à un moment, qui n'a rien à voir avec ce qu'il raconte sur l'industrie pharmaceutique, qui a à voir avec la guerre en Irak. Et à partir d'un moment, une entreprise, et c'est sa responsabilité, peut très bien décider que n'importe quel de ses salariés, fut-il journaliste, s'est mis à ce point en dehors de la règle du jeu de l'entreprise, et les entreprises peuvent avoir des logiques différentes. Le patron de presse qui va recruter Schneiderman aura une vision différente de la décision brutale de l'entreprise. Donc à partir de là, moi je ne peux pas juger quelle était la nature des relations entre la direction du Monde et Schneiderman, même si la manière paraît choquante. Mais il reste que le patron de presse qui va recruter Schneiderman et qui lui offrira, je l'espère, pour Schneiderman, une possibilité de poursuivre son métier journaliste, il passera une sorte de contrat moral avec lui en fonction de ce qu'est le journal et en fonction de ce qu'il sait de ce qu'est le journaliste Daniel Schneiderman. C'est ça aussi, c'est-à-dire que les journalistes ne sont pas exempts d'une relation tout à fait normale qui est de salarié à employeur. Et donc, je reviens à ce que j'ai pas fait tout à l'heure. C'est bon de conclure. Oui, mais la responsabilité un peu noble du patron de presse, c'est de protéger ces journalistes. Les protéger. Encore une fois, pas contre leur turpitude, mais contre les pressions extérieures. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire au quotidien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'entreprise qui marche vraiment bien, entreprise de presse, quelle qu'elle soit, presse écrite, quotidienne, magazine, etc., si durablement, si dans la durée, il n'y a pas une attitude du patron de presse qui consiste, propriétaire, qui consiste à ne pas considérer que ses propres idées, sauf à le déclarer a priori, soit systématiquement, que le journal ne soit que l'appendice de sa propre pensée, mais qu'à l'intérieur de sa rédaction, il y a une expression qui peut être diverse. Cette situation n'est pas atteinte toujours, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Et effectivement, la censure existe. Le problème, ce n'est pas la censure. Le problème, c'est est-ce que les journalistes, dans leur exercice, y compris au sein de leur propre entreprise, sont bien ou pas très bien protégés. Et autrement dit, ça définit très exactement leur espèce de liberté. Ce qu'on voit pour conclure, puisque malheureusement le débat termine maintenant, c'est une espèce de contradiction en fait dans ce débat sur les médias et l'information. Et moi je la décèle dans les deux interventions qu'on a eues sur ces deux journalistes. On a d'un côté une tentation de crier haro sur le godet, parce que la qualité ceci, parce que la collusion cela, parce que la connivence ici. Et on note qu'à chaque fois qu'un pouvoir de presse s'en prend à un journaliste, que ce journaliste est mis dans la position d'une victime, il y a un réflexe assez salutaire de cette même opinion qui porte un regard critique sur la façon dont l'information est exercée et qui a une tendance que je trouve assez saine à se mettre du côté de la victime et à dire attention, il ne faut pas tous ces journalistes parce que ça n'est pas une fonction salariée comme une autre. Et finalement, il y a cette ambivalence, c'est-à-dire une exigence de critique très forte vis-à-vis de la façon dont l'information est distillée, de la préserver, de la vouloir toujours de qualité, parce que le citoyen est là, et dans un réflexe salutaire, cette façon de dire attention, les journalistes, c'est finalement des gens qu'il faut mettre à l'abri de toutes les pressions. Voilà, je remercie les intervenants au nom des organisateurs de la Cité de la Réussite. Je regrette que ça n'ait pas pu durer plus longtemps, parce que j'imagine que vous avez de nombreuses questions sur le sujet, et je vous remercie.